Bon, bonjour, bonjour à vous tous, merci d'être présents pour un concept qu'on a créé il y a un an, moi, Startup d'Artagnan, Julien, association Adopte un Château, qui s'appelle l'achat collectif de monuments et qui est un concept qui permet de sauver des châteaux en grand péril en permettant au grand public de participer à son achat, d'avoir un monument du coup collectif puisqu'il appartient, il peut appartenir à des milliers de collectionneurs copropriétaires dans le but de le sauver, de le restaurer, de développer des modèles économiques et touristiques pérennes justement pour sauver les châteaux qui sont aujourd'hui en grand danger. Donc on a inventé ce concept il y a environ un an. On l'a lancé il y a environ un an, on l'a réfléchi depuis un certain nombre d'années par contre. Voilà, exactement. Il faut savoir que ce qu'on a proposé sur de la mode Chandonnier, on a dû mettre presque un an à travailler sur toute l'ingénierie juridique, fiscale, économique, pour que ça soit d'une part faisable, en étant en conformité avec les obligations légales de la France, et également permettre au grand public de pouvoir devenir copropriétaire, coactionnaire d'un château de manière assez simple, sans que ça soit trop lourd à porter juridiquement, fiscalement, et surtout de faire aussi un petit peu rêver le public. C'est ça, exactement. Alors nous Adopte un Château, on est un peu l'aiguillon de D'Artagnan au départ, parce que c'est un peu nous qui sommes venus voir D'Artagnan en disant voilà les problématiques qu'on rencontre sur le terrain. Nous on a l'habitude, on est une association, on est un réseau de châteaux en danger, donc on a l'habitude de travailler avec des propriétaires, avec des collectivités, avec des porteurs de projets qui souhaitent s'investir dans un château, qui souhaitent sauver un château en péril, et on a trouvé face à nous des exemples de châteaux où personne ne voulait plus intervenir. Et où il y avait une vraie difficulté parce que généralement dans un château en péril, il y a toujours une histoire derrière, il y a toujours un problème juridique, il y a toujours un problème territorial aussi. Et très rapidement, face à ces châteaux sans projet, à ces coquilles vides, on s'est interrogé sur la meilleure façon de les sauver. Et je dis souvent, parce qu'il y a souvent des gens qui viennent me voir sur le stand en me disant « Ah, mais vous savez, l'idée que vous avez eue, moi je l'ai eue il y a 25 ans, ou je l'ai eue il y a quelques années, en me disant si on rachetait un château à plusieurs. » Alors nous, on n'a pas la prétention de dire que c'est nous qui avons eu l'idée. Hein. Je pense que tout le monde, aujourd'hui à cette conférence, un soir à l'apéro, a eu l'idée avec des copains de se dire « Tiens, si on rachetait une maison à la campagne à plusieurs, si on rachetait ceci ou cela à plusieurs. » Voilà, nous on a juste essayé de le rendre concret, de le faire pour de vrai. Alors on l'a fait pas entre copains, pas complètement, puisque sur la mode Chandonnier on l'a fait à 25 000. Mais en tout cas pour nous, pour Adopte un Château, c'était une vraie réponse à ce patrimoine qui est délaissé, à ce patrimoine où il n'y a plus un propriétaire privé qui peut venir le racheter tout seul parce qu'il y a des fonds importants à trouver. Et donc voilà, c'était une vraie réponse collective, au-delà de l'engouement, au-delà du succès que ça a pu avoir après le lancement du projet. À l'initiative donc de ce projet, il y avait véritablement cette problématique. Et aujourd'hui, voilà, ça nous laisse beaucoup de possibilités. Alors
adopte un château, d'Artagnan, mais ça laisse surtout, vous savez, quand on lance un modèle, quand on a une idée, l'important c'est que le modèle perdure, alors pas forcément avec les mêmes acteurs, on verra, on souhaite continuer à investir, on a lancé un deuxième projet il n'y a pas très longtemps, mais l'important c'est que ce modèle-là, il puisse faire de l'émulation, il puisse partir sur d'autres projets, il puisse aussi ne pas être seulement sur les châteaux, parce que la réflexion qu'on a eue aujourd'hui, on l'a eue sur les châteaux, parce qu'on est spécialisé, là-dedans, donc on l'a forcément eu pour les châteaux. On l'a eu sur un des monuments qui ont une capacité à recevoir des projets de réutilisation. Demain, on fait la même chose sur des églises. Il y a un intérêt indéniable des Français pour leur église, mais on a une problématique importante qui est celle de la réutilisation de l'église. Et puis on a d'autres monuments où l'usage du monument n'a pas forcément, on n'arrive pas forcément à trouver un projet de réutilisation. Là, dans ce qu'on propose pour le rachat collectif de châteaux, c'est aussi derrière un projet économique et de dire que finalement le projet a autant sa place que la restauration. Et ce qui sauve un monument aujourd'hui, c'est pas seulement de le restaurer, mais c'est surtout de le faire revivre. Et c'est surtout ce projet économique qui nous a paru important, qu'on a beaucoup travaillé avec d'Artagnan, qu'on continue aujourd'hui à travailler avec l'ensemble des coactionnaires de la mode Chandonnier, avec qui on travaillera, j'espère, demain, on travaillera sur le château de l'Ébopinay. Donc c'est tout ça aussi qui nous paraissait important de mettre en avant. Tout à fait. Et donc vous compreniez un petit peu, nous, la genèse du projet et nos critères de sélection pour proposer au grand public d'acheter un château. Il y en a 3, en fait, qui font qu'on décide de s'intéresser à un monument, qu'on décide de le sauver, qu'on décide de vous proposer à vous tous d'en être les nouveaux ambassadeurs, les nouveaux gardiens. Le critère numéro 1, et c'est ce pour ça que d'Artagnan et Adoption a été créé, c'est de sauver un monument en grand danger. C'est-à-dire que si on ne fait rien rapidement, ce témoin de l'histoire de France, ce témoin de notre héritage culturel, architectural, patrimonial, risque de disparaître. Donc c'est ça qui régit un peu toutes nos actions depuis 3 ans. Deuxième critère, comme on travaille beaucoup sur les réseaux sociaux, beaucoup dans la presse, il faut que le château soit attractif visuellement et qu'il puisse plaire en se disant ce château il est beau, il me plaît, j'ai envie effectivement de l'acheter, de participer, d'en devenir un des nouveaux châtelains. Ça, je dirais, si je peux me permettre, ça c'est l'obligation qu'on a aujourd'hui parce qu'on est sur un nouveau modèle et que le nouveau modèle, on doit aussi le rendre attractif et que l'attractivité, c'est vous qui la créez aussi. Donc il faut qu'on réussisse à vous faire rêver pour pouvoir. Demain, j'espère qu'on pourra acheter peut-être des monuments moins emblématiques, mais où il y a nécessité du fait de leur histoire ou du fait de leur vie, où il y a nécessité à les sauver aussi. Voilà, aujourd'hui, on construit un peu ce modèle. Je discutais tout à l'heure avec des charpentiers. Aujourd'hui, on est des jeunes charpentiers qui sommes pour la première fois devant notre bout de charpente et on voit on essaye d'en faire quelque chose de bien, mais tout ça, ça va évoluer et j'imagine que dans 10 ans, on arrivera à sauver des monuments que personne ne pensait pouvoir sauver ou que personne pensait exister. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est de pouvoir décliner par la suite ce modèle-là à pourquoi pas du patrimoine industriel. Tout à l'heure, on m'a branché sur une gare SNCF magnifique dans le nord de la France. J'espère que demain, on sera en capacité à rendre ça attractif pour que vous puissiez participer à ça. Tout à fait. Et du coup, le troisième critère, qui est important et qui est essentiel lorsqu'on s'intéresse à un monument, c'est qu'on puisse être capable de développer dans ces lieux des modèles économiques et touristiques pérennes. Parce qu'un château, on le sauve en l'achetant, certes, mais ensuite, si personne ne vient le visiter, si personne ne paye un billet d'entrée, si personne n'achète des produits dérivés, quelque part, on sera condamné à demander toujours aux coactionnaires de participer et finalement, on n'aura pas de vision entrepreneuriale des choses. Et nous, ce qu'on dit souvent, c'est qu'on jongle en permanence entre deux casquettes. La première casquette qu'on a, c'est celle du sauveteur de château, donc d'essayer de sauver un des 600 monuments aujourd'hui en grand péril en France. Et d'ailleurs, on estime... Sans château, oui, pardon, c'est sans château. Et d'ailleurs, on estime que dans 10 ans, il y en aura 10 fois plus si on ne fait rien. Et la deuxième casquette qu'on a en permanence, c'est celle du chef d'entreprise, d'essayer de dire, maintenant qu'on a un monument, qui est une société, qui est une société économique, qui doit générer du chiffre d'affaires, qui doit générer des bénéfices, parce que les bénéfices générés vont dans les programmes de restauration, et qu'on doit gérer ça en bon père de famille avec intelligence, à arbitrer entre investissement, création d'événements, création de produits dérivés. Et donc justement,
l'attractivité d'un monument se fait par le développement de modèles économiques et par des innovations dans la communication pour justement permettre à ces châteaux de vivre au-delà de l'achat collectif et au-delà de ses actionnaires. Voilà. Et donc du coup, Le cahier des charges pour le choix du château, il est aussi par rapport au territoire. C'est-à-dire qu'on réfléchit aussi à quelle emprise on peut avoir sur le territoire, comment on peut développer aussi le territoire. Et voilà, par exemple, pour le château de la Motte-Chandonnier, on est sur quasiment la queue des châteaux de la Loire. On est un peu excentré, mais aussi on est dans une région qui est en plein développement. Le Nord-Vienne essaye de se développer, de se structurer en termes de tourisme. Donc nous, ça nous paraissait important aussi de permettre ce développement, de participer à ce développement, de participer à cette construction économique d'un territoire. Et voilà, on est sauveur de château, on est chef d'entreprise, mais aussi on est des personnes qui font du développement territorial et qui font du développement humain. Moi, sauver un château, j'ai une formation d'historien spécialisé dans les châteaux forts, donc autant vous dire que depuis que je suis tout petit, j'entends parler de châteaux. C'est formidable de sauver un château, mais c'est encore plus formidable si demain, ces châteaux-là, ils peuvent créer de l'emploi, ils peuvent créer de la richesse, ils peuvent créer des dynamiques territoriales. Et je dirais que c'est ça aussi qui nous intéresse dans le travail qu'on fait. Si demain, on sauve un château et qu'on crée 10 emplois, je ne sais pas ce qui me rendra le plus heureux. Je pense que ça sera d'avoir créé 10 emplois. Mais peut-être d'avoir sauvé le château aussi. Mais donc voilà, donc le cahier des charges, il est aussi par rapport à ça. Si on va sur un territoire, par exemple, si on va en plein cœur des châteaux de la Loire, on est déjà sur un territoire qui touristiquement est assez tendu, où il y a déjà une offre multiple, où il y a déjà des très bons. Donc aller se battre contre des châteaux de Chambord, des choses comme ça, c'est toujours un peu compliqué. Et donc le fait d'être un peu excentré de tout ça, c'est aussi pour nous une chance de pouvoir se développer. Bien sûr, et puis après, il y a tous les effets économiques indirects, les effets de levier que la Motte-Chandonnier aujourd'hui procure déjà sur le territoire de la Vienne, sur la commune des Trois-Moutiers, de Loudun et des communes aux alentours. C'est les gens qui viennent à la Motte-Chandonnier s'arrêtent au restaurant, régèvent des chambres d'hôtes. L'architecte qu'on a choisi, qui s'appelle Karsten Hansen, il habite à Chinon, à 20 km de la Motte-Chandonnier. L'architecte paysagiste, Arnaud Delacroix, qu'on a choisi, il habite à Saumur, à 20 km de la Motte-Chandonnier. Donc nous, on crée des emplois, on maintient de l'activité économique, on permet aussi à des plus jeunes de rester dans leur commune natale parce que du coup il y a l'attractivité et finalement l'achat collectif de châteaux, ça dépasse largement le cadre du patrimoine. On est dans du social, on est dans l'humain et on est sur quelque chose qui est beaucoup plus fort en fait que de la pierre à restaurer. On arrive à créer du lien et on va vous raconter aussi ce qui s'est passé d'assez extraordinaire depuis qu'on est propriétaire de la Motte-Chandonnier. Il faut savoir qu'on a les clés que depuis le mois de mars, donc ça fait 6 mois. Il y a beaucoup d'impatience et d'envie que ça aille très très vite, mais on avance déjà à la vitesse de la lumière et parfois on a besoin de se freiner un petit peu pour réfléchir aussi à ce qu'on va faire. Parfois l'ampoule grille. Ouais. Et du coup, on a vécu des moments absolument fabuleux entre des gens qui sont entrés dans la cour de la Motte-Chandonnier et qui ont pleuré en voyant le château tellement ils ont été émus par son romantisme. On a organisé 11 chantiers de bénévoles, Julien va vous en parler, où il y a des amitiés qui se sont créées. Même des couples qui sont créés. Voilà, on attend nous avec impatience le premier enfant qui naîtra On reste discret. Voilà. Et le premier enfant qui naîtra des coactionnaires. Voilà, ça sera peut-être lui le futur châtelain de la Motte ou bientôt de l'Ébaupinet. Donc voilà, donc on est sur quelque chose d'absolument incroyable. Et quand on voit que dans la communauté de la Motte-Chandonnier, il y a des gens de 125 pays du monde qui ont participé, dont certains ne viendront jamais en France. On se dit que voilà, là, le rêve qu'on essaie de procurer aux gens, il dépasse aussi l'attractivité du territoire et qu'on a des personnes qui ont décidé d'investir des petites économies pour la préservation du patrimoine français. Et on dit souvent avec beaucoup, beaucoup de modestie que la Motte-Chandonnier aujourd'hui appartient au patrimoine mondial de l'humanité, tant il y a différentes catégories de la population, différents pays qui en sont aujourd'hui les dépositaires et les ambassadeurs. C'est ça, j'aurais pas mieux dit moi-même. Non, c'est vrai que l'intérêt du modèle, c'est cette communauté. Moi, je me dis depuis le lancement du projet, je me dis c'est incroyable parce qu'à 25 000, il y aura toujours quelqu'un pour donner un coup de pied dans le cul à un autre et pour dire il faut avancer, il faut continuer à sauver ce château. Donc c'est ça aussi l'intérêt du modèle, c'est qu'on a 25 000 coactionnaires, on a 25 000 ambassadeurs, on a 25 000 passionnés qui sont là aussi pour continuer à faire vivre le rêve et continuer à nous aider. On a des talents incroyables dans la communauté. On n'est pas seulement sur le rachat et l'exploitation, on est sur beaucoup plus. On est sur un modèle où
où voilà, il y a des dizaines, voire des centaines de personnes qui nous ont envoyé des mails pour me dire moi je fais ci, moi je fais ça, etc. On essaye de traiter ces mails au fur et à mesure pour se dire le jour où on a un besoin, on a dans 99% des cas, on a la réponse et on a le professionnel ou la personne qui peut se mobiliser pour nous aider. Donc ça c'est aussi la force du modèle, c'est qu'on a, on a cette communauté qui est ultra présente. En plus, les gens sont actionnaires, donc une part de société, on peut la transmettre à ses enfants, on peut en hériter. Donc on a des générations on espère qu'on aura dans 50 ans d'autres générations qui reprendront le flambeau et qui s'intéresseront aussi au château de la Motte-Chandonnier et aux autres châteaux. Donc ça aussi, c'est une façon finalement aussi de sanctuariser ces monuments. Voilà, le château de la Motte-Chandonnier, il ne sera jamais vendu à un investisseur sur ce modèle-là, parce qu'il y a une envie il y a une envie de le conserver, de le sauver, de le rendre accessible à tout le monde. Et il y a peu de chance. Après, le château appartenant à une société, la société a des assemblées générales, a des votes. Si ma foi, un jour, un investisseur veut racheter le château et que l'ensemble des actionnaires ou que la majorité des actionnaires est d'accord, le château sera vendu à un investisseur. Mais sur le principe, je commence à... Je ne connais pas les 25 000 encore tous de visu, mais je m'y emploie. J'apprends en tout cas leurs compétences, leurs qualifications, etc. Et je sais qu'en tout cas, une grande partie sont tellement attachés au château de la Motte-Chandonnier, à leur château, que je les vois mal en faire un mauvais usage. Mais après, la démocratie, la liberté est grande sur ce projet. Mais donc voilà, c'est vraiment aussi une façon de sanctuariser tout ça et de protéger tout ça et d'avoir 25 000 personnes au chevet du monument, mais aussi sur les chantiers de bénévoles. On en parlera un peu plus tard. Mais moi qui suis issu d'une association qui s'appelle Rempart, qui fait des chantiers de bénévoles depuis 50 ans, et j'ai plutôt l'habitude, ça fait une vingtaine d'années que je fais des chantiers de bénévoles, que je suis des chantiers de bénévoles. Quand on a commencé les chantiers de bénévoles à la Motte, moi j'avais fait un programme en connaissance de chantier Rempart, donc j'avais fait un programme assez light pour que les gens apprennent aussi à connaître leur château, découvrent, etc. Et je me suis retrouvé à faire le premier week-end, on a fait le programme des 3 chantiers suivants. Donc on a fait, voilà, je suis tombé sur des acharnés du travail. Il fallait presque que je les calme. Alors ils étaient très à l'écoute, etc. Ils étaient loin de faire n'importe quoi, hein. Ça s'est vraiment super bien passé. Mais ils étaient, le lendemain, j'en ai qui se sont excusés parce qu'ils avaient tellement travaillé la veille qu'ils n'en pouvaient plus, qu'ils étaient morts. Donc on a des dynamiques incroyables qui se créent autour de ça. Et ça, c'est les chantiers de bénévoles. Je rentrerai un peu plus dans les détails tout à l'heure, mais c'est une expérience pour moi. J'ai redécouvert les chantiers bénévoles d'une autre façon, et ça c'est aussi une belle expérience au château de la Motte-Chandonnier. Et puis c'est l'impatience des gens de venir travailler sur leur château. On a ouvert, je me souviens, mi-mars, 11 dates différentes avec 50 personnes à chaque fois. Et on s'est dit, voilà, on ouvre 11, on espère qu'on aura du monde sur le premier week-end. Ouais, je suis pas sûr, etc. En 2 heures, les 12 dates étaient pleines. Il y a des gens qui sont venus d'Autriche, qui sont venus d'Allemagne, qui sont venus d'Angleterre pour travailler sur les chantiers, de Marseille, de partout en France et de quelques autres pays en Europe. Et les gens, le samedi soir, ils étaient plein de boue et nous remerciaient d'avoir fait travailler. Et ils disaient, à demain à 8h. C'est génial. C'est-à-dire qu'en gros, on est sur du contact humain. Enfin, on a rencontré des individus, des personnalités complètement différentes, de milieux sociaux complètement différents, avec une vision du patrimoine qui leur appartienne, qui peut être parfois similaire à d'autres, parfois différente. Mais du coup, on se nourrit et on se construit de ces individus, de ce qu'on appelle nous, des talents dans la communauté de la Motte-Chandonnier, qui viennent justement apporter leur vision, apporter leurs 50 € au début et ensuite du travail. Et aujourd'hui, devenir coactionnaire d'un monument à travers l'achat collectif, ça confère plusieurs droits, plusieurs avantages. Le premier, c'est que les gens s'achètent pour une somme qui est à la fois importante, mais en même temps accessible à tous. Un petit bout de rêve, un petit bout de patrimoine français pour 50 € qui permet à un étudiant de participer, à quelqu'un qui gagne pas très bien sa vie de participer, et à ceux qui ont plus les moyens également. Ça permet aussi aux gens qui sont coactionnés aujourd'hui d'avoir une entrée gratuite à vie dans leur château. Voilà, vous ne payez pas pour entrer chez vous, vous ne payez pas pour entrer dans votre château. Et troisièmement, c'est que les gens participent pleinement aux grandes prises de décision sur le monument, à savoir de voter pour le programme de restauration, de brainstormer et de voter également pour le développement économique, et du coup de créer des vraies synergies, d'avoir une vraie démocratie. Nous aujourd'hui,
le modèle qu'on a voulu créer lorsqu'on a lancé ça, D'Artagnan adopte un château, c'est qu'on s'est dit, voilà, en tant que porteur de projet, en tant qu'initiateur de projet, il faut qu'on reste comme les capitaines du navire. C'est important d'avoir, dans tout développement de société, des gens qui sont là pour diriger, qui font des choses parfois pas très amusantes, lorsqu'on doit payer les prestataires, lorsqu'on doit s'occuper des contrats d'assurance. Tout ce qui est facture, c'est très désagréable, mais voilà, on le fait quand même. C'est plus sympa finalement de faire la campagne de collecte de fonds que le programme de restauration. Donc voilà, donc l'administration quotidienne, c'est très important d'avoir quelqu'un qui soit là en permanence pour tout gérer parce que sinon malheureusement le projet n'avance pas. Mais en même temps, on s'est dit, même si nous on restait les dirigeants de la société, il fallait quand même qu'on puisse donner aux multiples copropriétaires et actionnaires une part conséquente de la société. Donc on s'est dit que garder 20% nous de la structure était à la fois suffisamment important pour qu'on puisse diriger la société sereinement et travailler tous les jours au bon déroulement des opérations. Pour vous dire simplement, là vous voyez souvent Julien ou moi, mais derrière il y a toute une équipe de personnes qui sont des salariés d'Artagnan, mais qui passent 50% du temps sur D'Artagnan et sur la mode journée, que ce soit en community management, que ce soit en traitement d'email. J'imagine que dans la salle, il y a quelques coactionnaires, que tout le monde doit connaître Solène et Léna par cœur. Donc ça, c'est du temps qui est donné justement pour que le projet fonctionne bien. Et on s'est dit que le fait de proposer, d'ouvrir le capital à hauteur de 80%, ça permettait aussi d'avoir une vraie gestion démocratique. C'est-à-dire que nous, on n'est pas majoritaire, loin de là. On est les plus gros actionnaires aujourd'hui, mais on reste actionnaire minoritaire. Donc si demain, il y a 50% ou 50% plus une voix qui décide de pas aller dans le sens que nous, on aimerait donner, et ben voilà, on n'est pas en Russie, on est en France, on appliquera la démocratie participative et on se pliera à l'élection de la majorité. Donc on essaie, nous, de donner des grandes orientations, de guider un petit peu des choix en expliquant. Après, les gens peuvent avoir une vision différente. Donc on est sur voilà, l'achat, c'est presque plus l'achat participatif que collectif en fait. Notre travail, il est aussi très pédagogique parce qu'on essaye aussi, quand il y a une prise de décision, on ne peut pas juste poser une question sans que derrière il y ait des éléments qui soient fournis. On ne peut pas juste dire aux coactionnaires est-ce qu'on fait rien ou est-ce qu'on reconstruit entièrement le château. Ça, c'est des questions qui ne peuvent pas se poser parce que pour un châtelain, tout simplement, on demande aussi aux gens de se mettre dans la position du châtelain. Il faut comprendre, il faut apprendre, il faut savoir de quoi on parle, il faut les explications et les conseils des architectes, des professionnels qui sont là aussi pour nous épauler. Et quand on prend une décision, on la prend en connaissance de cause. Donc quand on a fait par exemple pour les différents scénarios, les 3 scénarios pour les restaurations du château de la Motte, il y a derrière eu un travail aussi de notre part pour expliquer aux gens ce qui allait se passer, ce qui allait se faire, etc. Quand on a dit à l'architecte, si vous travaillez avec nous, à chaque fois, on aura cet impératif de sélectionner, de faire choisir les gens, etc. Au départ, il nous a un peu regardé comme des fous, et puis au final, il s'est pris au jeu, et il trouve ça plutôt intéressant de défendre aussi des choses, de défendre des idées. Pareil pour... vous savez, quand on arrive devant un monument, qu'on n'est pas forcément des professionnels du patrimoine, qu'on est même des passionnés, quand on arrive devant un monument en ruine, on se dit souvent il faut le reconstruire. Alors la démarche est noble, hein, je ne dis rien là-dessus, mais le problème, avant de prendre cette décision-là, il y a tout un enchaînement de décisions à prendre, il y a tout un enchaînement d'études, il y a tout un enchaînement de choses à faire, et nous, Adopte un château, quand on travaille avec un propriétaire de château, qui commence à nous dire je viens de racheter le château, j'ai demandé à un architecte de me faire une étude préalable, j'aurai le chiffrage total des travaux à la fin de l'étude préalable. Généralement, quand on le revoit quelques mois après qu'il a eu son chiffrage total des travaux, là il cale. Là, il nous dit finalement j'aurais pas dû le demander parce que là j'en ai pour 5 millions d'euros, je ne sais pas comment je vais faire. Donc le but il est aussi de dire voilà, il n'y a pas besoin de vous dire que la reconstruction du château c'est 70 millions d'euros parce que de toute façon on ne les a pas et il y a un certain nombre d'impératifs, de décisions, de choses à prendre avant. Donc il faut avancer petit à petit. Nous, ce qu'on sait dans notre tête, ce qu'on sait, c'est que vous avez 2 bornes. Il y a une borne ne rien faire du tout et il y a une borne reconstruire entièrement le château. Et que nous, au milieu, tous ensemble, à 25 000, on doit bouger le curseur pour savoir où on va, comment on y va. Est-ce qu'on va jusqu'à la reconstruction? Est-ce qu'on va vers l'apport de l'architecture contemporaine? Parce qu'il y a des gens aussi qui sont attachés à rendre plus modernes les monuments. Est-ce qu'on développe entièrement le parc autour du château et qu'on ne touche pas finalement à ce château? Voilà, il y a tellement de possibilités que nous, on dit presque que la reconstruction, c'est la solution la plus... facile. Ouais, la plus facile et la moins à l'image du château, parce que c'est aussi celle qui est la moins...
voilà, il y a tellement de solutions atypiques, il y a tellement de solutions qui peuvent créer de l'attractivité, il y a tellement de choses qui sont à l'image du château et qui peuvent continuer à l'image du château, qu'on dit juste, il faut réfléchir collectivement à tout ça, mais quand on réfléchit, il faut essayer de réfléchir un peu dans toutes les directions. Donc ça, c'est aussi notre travail, de faire cette pédagogie, d'essayer d'expliquer, d'essayer de proposer et de trouver des projets qui puissent se faire progressivement, qui ne découragent pas les gens, qui fassent avancer petit à petit. Ça, après, c'est les enjeux de l'achat collectif, hein. C'est de se dire, oui, il y a 25 000 personnes qui viennent au chevet d'un monument, mais ces 25 000 personnes avaient 25 000 parcours, 25 000 goûts différents, 25 000 envies différentes, et c'est à nous d'essayer de faire en sorte que la mayonnaise prenne et que ces gens continuent à suivre leur château et à participer au projet. Et puis les coactionnaires aujourd'hui ont une vraie responsabilité, c'est-à-dire qu'une fois qu'on va faire un choix, on ne peut pas revenir en arrière. C'est ça aussi qu'il faut bien avoir en tête, c'est-à-dire que si demain la majorité des personnes décident à la mode Chandelier d'arracher tous les arbres qui se trouvent à l'intérieur de la cour, c'est fini, il n'y en aura plus. On ne pourra pas revenir en arrière, donc c'est important d'y réfléchir. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on pense, effectivement, entre rien faire et tout faire, qu'il y a un juste milieu à trouver. Et quand on voit la réaction des 5500 personnes qu'on a accueillies à la mode Chandonnier cet été, quand je dis que j'ai vu des gens pleurer, c'est pas un euphémisme, c'est vrai. Ils se disent, ok, là on est sur un château qui est unique au monde. Il n'y en a pas deux comme ça, il y en a un seul, c'est le château de la mode Chandonnier. Si vous mettez aujourd'hui sur Google château en ruine, sur les 5 premières images de Google Images, il y a 3 photos de la mode Chandonnier. Donc on est sur un château très attractif. On en refait un énième château de la Loire avec un toit, des meubles. Bon, eh ben, il n'y a pas eu de grande histoire, il n'y a pas eu de grands hommes à la mode Chandonnier, à part Julien Marquis, mais du coup, voilà, comment va-t-on Je ne fais que passer. Donc, comment va-t-on attirer du public? Comment va-t-on créer l'activité économique? Comment du coup va-t-on dégager du chiffre d'affaires et des bénéfices pour restaurer le château si finalement personne ne vient nous voir? Voilà. Et donc on veut dépasser l'euphorie du début et trouver le juste milieu finalement. Encore une fois, ça c'est une vision plutôt personnelle que je vous donne. Le jour où la question se reposera réellement, on fera effectivement voter tout le monde comme c'est le cas depuis le début. Mais voilà, il faut bien comprendre que l'achat collectif, c'est vraiment ce double modèle-là, sauver un monument, le rendre attractif, et voilà, et en permanence jongler entre les deux pour faire en sorte de le sauver sur la durée. Voilà, si c'est un coût qui dure 1 an, 2 ans, et qu'au bout de 2 ans le soufflet tombe, que les coactionnaires finalement s'en fichent de leur château, qui partent, et que voilà, on n'arrive pas à maintenir cette grande communauté qui est presque le plus gros trésor qu'on a réussi à créer avec l'achat collectif, c'est ces 30 000 personnes qui sont soudées, qui se connaissent pas mais qui partagent quelque chose. Il faut que ça on puisse le maintenir. Et donc il y a beaucoup de pédagogie, beaucoup d'explications, beaucoup de communication, et on apprend nous aussi tous les jours à gérer une grande communauté. Voilà. ah oui, pour le coup, je dois avouer que dans le projet qu'on a pu avoir, dans l'imagination un peu qu'on a pu avoir quand on a lancé le projet, autant gérer un château, etc. Bon, on a des compétences. Moi, je l'ai fait à titre associatif ou à titre personnel de gérer un monument. Ce qu'on n'avait pas appréhendé, c'est effectivement les 25 000 patrons qu'on a. Mais ça, c'est une force et c'est à la fois une faiblesse aussi. C'est qu'aujourd'hui, on est aussi en réponse. Aujourd'hui, j'ai plus l'impression de rendre des comptes à mes 25 000 copropriétaires, parce qu'on est au début, parce qu'il faut faire avancer la machine et il faut que ces coactionnaires suivent, s'intéressent et continuent à se passionner pour le château. Mais c'est vrai que des fois, on voudrait prendre des décisions, on voudrait faire des choses pour que ça avance vite, et parce qu'il y a aussi, vous savez, moi je dis souvent qu'il y a le temps des copropriétaires, il y a le temps du projet, et des fois, quand vous déposez un dossier, quand vous demandez une étude, quand vous demandez comme ça, le temps est un peu différent, et que voilà, et que nous on essaye d'apprendre à faire en sorte que le temps des coactionnaires et que le temps du projet, petit à petit se cale, et comme ça qu'on puisse avoir des moments d'échange et des moments de connaissance, d'apprendre un peu à connaître le monument et d'apprendre à connaître le château de la mode Chandonnier.
Exactement. Et puis du coup, cette communication est importante parce que en fait, on veut montrer que l'achat collectif, c'est pas un coup de communication. Voilà. On veut prouver que la mode chandonnier, c'était pas une belle opération qu'on fait une fois et qu'on ne refera plus. Et c'est pour cette raison qu'on a essayé de lancer, pas trop longtemps après l'achat de la mode chandonnier, un second projet d'achat collectif, donc sur le château fort de Les Baupinet, qui est une forteresse médiévale du XIVe siècle, qui d'ailleurs a accueilli pendant un week-end le roi Louis XI, pardon. Donc voilà, là on touche un peu à la plus grande histoire de France. Et en fait, avec le château de Les Baupinet, on a envie de montrer que l'achat collectif, c'est pas un coup de com', c'est un vrai nouveau modèle. Et si on parvient à réussir ce deuxième combat, ce deuxième pari un peu fou, les médias, les élus, le public va se dire, ok, ils sont vraiment en train de créer quelque chose de novateur, qui fonctionne, qui permet de sauver des monuments. On ne dit pas que c'est la solution miracle, on dit que c'est une des nouvelles solutions qui est proposée. Non, et c'est une solution pour l'instant qu'on veut garder sur les monuments en grand péril. C'est encore une fois, on agit, on intervient. Le château de Les Baupinet, il est à vendre depuis 10 ans et personne n'en veut depuis 10 ans. Donc on intervient aussi là où plus personne ne va intervenir. On n'est pas des agents immobiliers, on n'est pas des promoteurs. On va là où plus personne ne va et là où plus personne n'y croit. Je vais vous dire, quand on arrive sur un territoire comme celui de l'Argentonnais, de Bressuire, etc. Quand on arrive là et qu'on dit on va racheter un château à 25 000, on vous regarde comme si vous étiez un extraterrestre. Hein. Donc bon, Dieu merci, avec la mode chandonnier à proximité, les gens nous connaissaient quand même un peu. Mais voilà, on va vraiment sur du château qui est plus dans le cadre d'une cession via une agence immobilière ou quelque chose comme ça. Hein. On évite d'être dans ce circuit-là pour laisser les passionnés, les gens qui ont un projet, etc. On ne veut pas venir en concurrence avec quelqu'un qui a un projet sur un monument, etc. On était sur un autre monument avant le château de Les Baupinet, sur un autre château pas très loin de la mode chandonnier. On a fait une proposition et quand on a vu qu'il y a d'autres personnes qui faisaient des propositions, on s'est tout de suite retiré parce qu'on ne veut pas venir en concurrence avec un porteur de projet qui a un rêve, qui a un projet, etc. Nous, on veut vraiment intervenir là où on fait vraiment du soin palliatif de château, nous. Hein. Donc voilà, soit on arrive à les sauver et tout va bien, soit on n'y arrive pas et malheureusement leur futur est quand même incertain. Bon, le château de Les Baupinet, il est classé monument historique, donc on espère quand même qu'avant qu'il y ait un coup de bulle là-dedans, l'État interviendra. Non, je ne dis rien. Ne me lancez pas là-dessus. Mais ce qui est intéressant, du coup, donc Les Baupinet, la campagne a été lancée il y a 1 mois et demi. On a dépassé la barre des 50% il y a 10 jours. Donc psychologiquement, dans la tête du public, on est plus proche de la réalisation du projet que du démarrage. Et sur les 3700 personnes qui ont participé, il y a 30% des gens qui viennent de la mode chandonnier et 70% de nouvelles personnes. Donc ça veut dire qu'on a un noyau dur aujourd'hui qui aime l'achat collectif. Et on a 70 personnes qui sont peut-être plus attachées aux châteaux médiévaux qu'aux châteaux néo-gothiques. Et que du coup, les 70 nouvelles personnes en fait, qu'on a réussi à fédérer, et ben finalement, elles rentrent dans cette grande communauté des co-châtelains, de la Motte et de Les Baupinet. Donc du coup, on imagine si demain on en fait un troisième, que la communauté va continuer à grandir, 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 grandir. Et nous, on a été inspiré beaucoup par un modèle qu'on trouve très intéressant, qui s'appelle le National Trust, qui est un mouvement anglais qui a été créé à la fin du 19e siècle par des lords anglais, dont le but était finalement de créer une grande communauté de défenseurs du patrimoine et de leur proposer de participer tous les ans à la préservation de certains lieux. 120 ans plus tard, le National Trust aujourd'hui, c'est 5 millions de membres, c'est 600 monuments en propriété directe ou en gestion, et chacun des 5 millions de membres paye un abonnement annuel pour avoir une visite gratuite des 600 châteaux. Et donc eux, chaque 1er janvier de chaque année, le National Trust a 500 millions d'euros qui tombent dans leur caisse en récurrent, en abonnement, et ils génèrent 500 millions de revenus supplémentaires en visites touristiques. Donc avec un budget d'1 milliard d'euros, ce qui est je pense plus que le budget du ministère de la Culture, ils arrivent à entretenir 600 monuments et les gens ont un sentiment d'appartenance énorme. Vous n'avez juste qu'à regarder la page Facebook du National Trust, il y a 700 000 personnes qui sont dessus. Donc en fait, par la volonté de vouloir sauver des châteaux, les Anglais ont réussi à créer un sentiment d'appartenance, une communauté très très forte. Voilà. Et les gens sont fiers d'être du National Trust. On en rencontre quelques-uns, ils viennent vous voir et ils vous disent moi je suis membre du National Trust, c'est un vrai statut. Et ils en sont hyper fiers. Donc c'est ça aussi, nous, l'autre challenge qu'on a sur le château de Les Baupinet, c'est de convaincre encore plus de monde, en France et à l'étranger, que ce concept-là, c'est pas un concept pécunier pour dire on va avoir beaucoup de dividendes si la société est excédentaire, mais on fait partie d'une grande famille, celle des défenseurs du patrimoine qui ont décidé de rentrer dans une aventure un peu folle avec nous.
Déjà, se comparer au National Trust, c'est déjà un peu fou. Mais oui, le modèle est hyper intéressant. Après, j'en parlais tout à l'heure avec quelqu'un du National Trust, justement, et on ne peut absolument pas le transposer. Aujourd'hui, on ne peut absolument pas transposer le modèle anglais chez nous, mais j'imagine qu'il est à réinventer. Et l'intérêt de la mode chandonnier aussi, et de ce lancement de projet d'achat participatif, c'est qu'auprès des grandes associations de patrimoine ou auprès des professionnels du patrimoine, ça crée aussi un peu... allez, on va manquer d'humilité sur cette phrase, ça crée aussi un peu un phare dans l'obscurité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on manque de nouveaux principes, de nouveaux modèles pour le patrimoine, et aujourd'hui, on enclenche une dynamique, et il y a beaucoup des grandes associations du patrimoine ou des grandes fondations du patrimoine qui se rêvent en National Trust à la française. Donc c'est vrai que ça, c'est du coup une réflexion qui aussi a du sens et qui, nous, on peut intervenir là-dedans en disant oui, on peut rêver du National Trust, mais aussi si on arrive à construire des communautés, c'est que les gens ont quelque chose de concret derrière, ont une action, sont véritablement... voilà, il y a une question d'appropriation, et là, c'est pas juste une appropriation symbolique, c'est une appropriation réelle, et ça, c'est important à faire peser dans la balance. Je ne sais pas si demain, D'Artagnan, et encore moins Adopte un château, sera le nouveau National Trust. En tout cas, je sais qu'aujourd'hui, on va pouvoir aussi, nous, dire ce qu'il faut pour construire et pour imaginer ce nouveau National Trust, qui, à mon avis, est une solution nouvelle et innovante pour sauver des monuments en péril et pour créer un maillage territorial sur l'exploitation touristique de monuments. Oui, et puis ça apporte aussi dans l'esprit des gens ce type d'initiative. Ça met en avant ce qu'est le patrimoine. Et nous, on remarque depuis, donc nous, ça fait 3 ans qu'on existe, et on remarque depuis une petite année, la préservation du patrimoine commence à devenir dans l'esprit des Français un sujet à la mode. Dans lequel on a envie de faire partie, voilà, comme peut être le Téléthon, comme peut être les Restos du Cœur, comme peut être Médecins sans frontières, ça devient un nouveau sujet d'actualité, ça devient une cause qu'on a envie de soutenir, et que ce type d'innovation finalement est tellement grand public, tellement peu élitiste, tellement on va dire différent de ce qu'on a pu proposer, que ça contribue à sa façon à préserver le secteur, à développer le secteur. Donc on ne dit pas qu'il faut faire que de l'achat collectif, il faut faire que du D'Artagnan, que du Adopte un château, que d'autres professionnels ont leur manière de faire. Mais voilà, ça apporte un élément complémentaire, différent, un peu frais aussi à tout ce qui se fait, et que du coup la synergie de tout ce qui existe est forcément, en tout cas à notre sens, bénéfique pour le patrimoine, pour les châteaux en danger, pour les églises en péril, et que finalement c'est important d'avoir un côté des jeunes startups, des associations nouvelles, avec des gens plus traditionnels. Donc le mélange de tout ça fait qu'on arrive aujourd'hui à fédérer 30 000 personnes sur la mode chandonnier, à faire quasiment déjà 4 000 personnes sur les Bopinets, et on espère beaucoup plus d'ici la fin de l'année. Ce qui est intéressant tu disais des nouvelles personnes qui s'intéressent au patrimoine, des nouvelles structures, mais c'est aussi des nouvelles personnes, c'est aussi la force de la mode chandonnier. On s'est aperçu que, je ne sais plus, c'est 60%, 70% des gens qui avaient donné pour la mode chandonnier n'avaient jamais fait de don dans leur vie avant pour quelque œuvre que ce soit, patrimoniale ou autre. Donc on est aussi allé chercher un nouveau public, et c'est ça qui est intéressant dans l'achat collectif, c'est qu'on est véritablement allé chercher des gens qui n'avaient pas l'habitude de s'intéresser au patrimoine et de donner pour une cause. Donc ça, c'est aussi... il y a des enseignements à prendre là-dessus aussi. C'est en allant chercher des nouveaux publics sur des nouvelles façons de voir le patrimoine. C'est ça aussi qui le sauvera. Malheureusement, les gens qui sont habitués à donner pour le patrimoine, à participer qui font un don au Louvre, à Vaux-le-Vicomte ou à la Fondation du patrimoine, voilà, pour l'instant, les modèles sont des modèles qui ont déjà fait leurs preuves, certes, mais qui sont pas forcément dans des dynamiques. Aujourd'hui, l'achat collectif, c'est une vraie dynamique, et on va chercher une nouvelle clientèle. Allez, on lâche le mot. Je sais qu'en termes de patrimoine, moi qui viens du monde de l'association, on ne parle jamais de clients. Mais on va chercher une nouvelle clientèle, et cette nouvelle clientèle, elle participe financièrement avec l'achat collectif, mais du coup, elle va visiter le château, et peut-être qu'elle va visiter d'autres châteaux après. Donc c'est vraiment aussi une façon d'attirer les gens autrement sur les monuments. Sur le château de la Motte Chandonnier, il y a quelques mois, il y a une production américaine qui organise une course de drones, championnat du monde de drone, qui nous a demandé la possibilité de venir tourner une semaine une des manches de leur compétition au château de la Motte. Et on s'est dit, bah tiens, ça peut être intéressant d'aller chercher
des passionnés de drones et de nouvelles technologies et plus généralement des jeunes qui connaissent, à mon avis, s'il y a des Américains dans le lot qui ne connaissent pas forcément les châteaux et encore moins les châteaux français, et de se dire, eh ben, on va les chercher là-dessus. Et on s'est aperçu que même chez les pilotes de drones, il y en a, ils sont devenus fous du château de la Motte-Chandonnier. Ils nous ont demandé comment ils pouvaient participer, comment ils pouvaient acheter une action. Et alors que je pense que c'est des gens qui visitaient un château pour la première fois de leur vie. Donc il y a aussi une volonté de tout ça, d'aller chercher un nouveau public et de se dire de cette façon-là, avec cette façon nouvelle, on les ramène aussi sur des principes plus patrimoniaux, des principes qu'on connaît un peu mieux et on les intéresse à tout ça. Demain, si tout le monde s'intéresse au patrimoine, le patrimoine sera sauvé. C'est quelque chose qui intéresse tout le monde disparaît rarement. Donc le but, il est là aussi. Et puis du coup, ça permet aussi d'entraîner notre communauté sur d'autres projets de financement participatif plus classiques en dons. On a remarqué, nous, depuis la Motte-Chandonnier, que les porteurs de projets que nous accompagnons, qu'ils soient privés, comme au Vicomte, par exemple, avec qui on travaille en ce moment, publics, comme des petites églises, de petites communes beaucoup moins connues, on arrive à embarquer, nous, la communauté de la Motte-Chandonnier, de l'Ébopinay, et de toutes celles qu'on a réussi à créer en 3 ans. Aujourd'hui, on a 120 000 utilisateurs sur la plateforme. On arrive à les embarquer sur d'autres histoires. Donc de permettre à des porteurs de projets de collecter plus de fonds qu'avant, d'avoir de nouveaux ambassadeurs, d'avoir de nouveaux touristes. Donc finalement, c'est une dynamique qui est globale. Et que le financement participatif tel que nous on le voit, avec cette notion de contrepartie, de remercier un donateur avec un cadeau plutôt qu'avec un reçu fiscal, finalement est peut-être beaucoup plus dans l'air du temps et correspond beaucoup plus aux attentes du public que de se dire tiens, je vais économiser 60 € d'impôt dans un an pour un don de 20 € ou de 50 €. Aujourd'hui, se sentir accueilli, privilégié, lorsqu'on fait un don dans un château très connu ou moins connu par les propriétaires et qu'on est reçu comme si c'était un grand mécène qui avait donné 10 000 € ou comme si c'était LVMH ou Bernard Arnault, c'est hyper valorisant et qu'on explique que oui, à 5 €, vous êtes un grand mécène, vous êtes quelqu'un qui avait énormément contribué au patrimoine et que en fait, nous sur les campagnes, on ne regarde pas les sommes qu'on a collectées, on regarde le nombre de personnes qui ont contribué. Et c'est ce qu'on dit à tous nos porteurs de projets. Essayer d'aller fédérer le plus de personnes possible. Et on préférera largement avoir des campagnes qui collectent 10 000 € auprès de 2000 personnes, une campagne qui va faire 50 000 auprès de 2 personnes. Parce que 2000 personnes, c'est 2000 ambassadeurs, c'est 2000 personnes qui ont des comptes sur les réseaux sociaux, qui vont parler du projet, qui vont en parler autour d'eux, qui ont des amis, qui ont une famille. Et ça, du coup, ça crée un engouement vraiment beaucoup plus important sur ces questions de préservation, de développement et d'intérêt collectif sur le patrimoine partout en France. C'est ça. Bravo. Voilà. J'écoutais le... Il doit nous rester un petit quart d'heure. Tu peux peut-être parler des chantiers rapidement, tu as dit que tu en parlais, voir réexpliquer tout ce qu'on a pu vivre entre les travaux, les barbecues, les rires. Oui, la volonté, les questions, je parle 5 minutes des chantiers, après je vous laisse la parole. Un petit peu quand même. Ouais, faut pas me donner un micro, moi, vous savez. Non, les chantiers, c'était aussi l'autre façon de faire participer les gens. C'était aussi le fait de se dire, voilà, on n'est pas juste sur des gens qui donnent de l'argent, mais on est aussi sur des gens qui peuvent participer avec leurs mains, avec leurs bras et avec beaucoup de choses, à la restauration du château. Alors là, les 11 premières sessions de chantier, elles avaient un but, c'était la réouverture du parc au public. Donc on a débroussaillé dans tous les sens, pas dans tous les sens, parce qu'on a essayé quand même de faire des choses réfléchies et des choses intelligentes, mais on a organisé tout l'aménagement du parc, tout le réaménagement du parc pour certaines parties qui n'avaient pas été touchées depuis 30 ou 40 ans. Donc autant vous dire que il y avait des ronciers assez importants. Et voilà, l'intérêt c'était de faire participer les gens, de leur faire découvrir aussi leur monument, parce que pour la plupart ils ne l'avaient pas forcément vu avant. Le château depuis son incendie, il a jamais accueilli beaucoup de visiteurs. Donc c'était cette possibilité-là. Et puis c'était aussi une façon de renforcer la communauté. Ça a appris à des gens à se connaître. Aujourd'hui, il y a des gens qui se reçoivent, il y a des bénévoles du chantier qui se reçoivent entre eux, qui passent leurs vacances ensemble. Et ça soude aussi la communauté. Alors, il y a même des couples qui se sont formés. Bon, on ne rentrera pas dans les détails. Le premier enfant aura le droit à sa sculpture, dans le château. Mais voilà, c'est aussi ça la belle aventure, c'est que c'est pas juste une aventure financière, c'est pas juste Là, on quitte un peu le monde de l'entreprise pour aller vers le monde réel, vers le monde humain. Non, je
suis issu Ouais, et puis d'une on a association. quelqu'un qui a déménagé aussi, qui Ah oui. habitait en banlieue parisienne en 77. Il a revendu sa maison pour s'installer à 20 km de la Motte Chandonnier parce que c'était possible pour lui, professionnellement parlant. Donc voilà, quand on dit qu'on dépasse le On stade a du des, on a patrimoine, des changements de vie, hein. Ben, on rentrera pas dans le pathos et on vous racontera pas toutes les histoires, mais je peux vous dire qu'il y a certaines personnes, certains copropriétaires qui sont venus à des moments et on avait du mal, nous, à retenir nos larmes et à dire, parce qu'il y a des vraies aventures, ça a créé des vraies aventures de vie, des vraies choses, et ça, au-delà de toute la réussite, de tout ce qu'on a pu vivre au niveau du monument, on a aussi, en termes de relations humaines, de relations avec les autres, ça a aussi été assez extraordinaire et pas toujours facile à gérer parce que des fois, moi je sais, avant certaines visites, j'ai des gens qui sont venus me voir en me disant ah, bah, grâce à vous, j'étais à l'hôpital, j'étais très malade, tout le temps de la campagne, je regardais tous les jours, ça m'a permis de tenir, etc. Bon voilà, on sauve des châteaux, etc. Mais on pensait pas qu'on pouvait aller aussi sauver des gens et aider des gens à aller mieux. Donc ça c'est la partie un peu extraordinaire des chantiers de bénévoles et de l'apport humain. Mais pour finir un peu sur mon long discours, tu vois, tu disais que j'allais rien dire, finalement j'ai beaucoup parlé. Voilà, c'est le sauvetage d'un monument, l'achat collectif, c'est avant tout quelque chose d'hyper positif et c'est ça qui est génial, c'est qu'on fait du bien aux autres, on se fait du bien à nous-mêmes aussi parce qu'on a vécu des aventures géniales et ça c'est ce qui nous donne la force et l'envie de continuer aussi à sauver du patrimoine. voilà, donc du coup, est-ce qu'il y a des questions pour le petit quart d'heure qui nous reste? Monsieur, je dirais le même en premier. Ah bon? Oui, bonjour, je m'appelle Bonjour. Claude Debert. D'abord, je voudrais vous exprimer toutes mes félicitations pour le travail que vous faites depuis un an. J'ai fait... J'ai fait partie des premiers coactionnaires quand il y a eu cette première présentation sur France 3. J'ai recherché après pour retrouver les coordonnées. Et quand on pense ce qui a été fait depuis un an, ben écoutez, c'est sensationnel. Moi, je vous tire mon chapeau. Alors, je pense que également, vous méritez des félicitations pour l'organisation du vote. C'est véritablement un modèle démocratique que vous avez lancé là. C'est formidable. On avait 3 options à choisir. Eh bien, la majorité a choisi l'option 2. Eh bien, c'est très bien. On voit rarement parce que vous auriez pu décider qu'on fait l'option 1, vous auriez pu décider qu'on fait l'option 2. Vous nous avez ouvert et c'est formidable. Alors, j'aurais certainement une bonne vingtaine de questions à poser, mais je vais réduire à une seule. Je pense que vous parlez de 25 000 copropriétaires ou coactionnaires. Honnêtement, il ne faut pas oublier qu'il va y avoir une certaine déperdition au cours du temps. Alors, ce qui pose un problème très important et qui, pour l'instant, moi, à mon avis, n'a pas été résolu de manière satisfaisante, c'est l'ouverture du capital à de nouveaux actionnaires. Écoutez, la Motte Chandonnier, la SAS de la Motte Chandonnier, ce n'est pas une secte. Nous ne devons pas être sectaires. Nous devons être ouverts. Voilà. Alors, pourquoi, par exemple, quand il y a des visiteurs, eh bien, ne pas avoir un petit stand d'adhésion à la SAS? Alors, l'actionnariat, c'est un système qui est complexe parce que ça demande de répondre à des règles très précises en termes de fiscalité, en termes économiques, et qu'on ne peut pas, à un comptoir, prendre une action de société comme on achète une baguette de pain. Donc ça, c'est un peu compliqué. En revanche, il y aura effectivement à l'avenir certainement des ouvertures de capital pour permettre à la SAS d'avoir des fonds supplémentaires pour pouvoir justement se développer, restaurer le monument et pourquoi pas aussi investir, parce que développer un modèle économique, ça veut aussi dire investir. Donc ça
Ça arrivera forcément. Et effectivement, sur les 27 910 évidemment coactionnaires, on sait qu'il y aura des déperditions, on sait qu'il y a une partie des gens qui, par exemple, ne prendront pas leur part, alors soit parce qu'ils ont oublié, soit parce qu'ils veulent rester donateurs. Donc du coup, nous, ce qu'on s'attelle à faire surtout, c'est effectivement pas considérer uniquement les actionnaires, parce que là, on arrive bientôt à la fin de la période d'actionnariat, mais que les personnes qui, par exemple, ne veulent pas devenir actionnaires pour des raisons qui les regardent, parce que c'est pas quelque chose qui les intéresse, mais qui veulent rester donateurs, on veut qu'ils restent quand même partie prenante du projet. Et on en parlait tout à l'heure, certainement continuer à les faire voter aussi pour des décisions, mais ils n'ont pas ce papier officiel, parce que c'est aussi grâce à eux que le château a été pu acheter. Donc c'est des choses auxquelles on est en train de réfléchir. Et effectivement, faire entrer de nouvelles personnes, on passera, je pense, forcément par là pour agrandir la communauté, ce qui est très important, avoir de nouveaux ambassadeurs du château et avoir plus de fonds. Mais là, on est trop en amont pour le faire. Voilà, on a pensé... Ça se réfléchira et ça se décidera aussi. C'est-à-dire que comme on vous a fait voter pour savoir si vous vouliez réouvrir le capital quand on a acheté les dépendances du château, et ben demain on vous posera la même question. On vous dira, voilà, il y a tant de personnes qui sont rentrées au capital, qui sont devenues actionnaires de la mode Chandonnier, il reste tant d'actions libres. Est-ce que ces actions-là, on les repropose à la communauté? Est-ce que ces actions-là, on les revend à l'extérieur et on propose à d'autres gens de les racheter? Il y aura une décision collective à prendre là-dessus. Moi, la réponse... Oui, mais c'est ce qu'on dit, oui. On l'a fait une première fois, parce qu'il y a eu, pour ceux qui ne sont pas coactionnaires, c'est pas une réunion des coactionnaires, hein, mais on va vous expliquer, pour ceux qui ne sont pas coactionnaires, il y a eu une première phase d'achat du château, et puis ensuite on a eu la possibilité d'acheter des dépendances à côté, une partie du parc avec la chapelle, à côté du château. Et à ce moment-là, on a organisé un vote avec les premiers donateurs, avec les premiers contributeurs, pour leur dire... Est-ce que premièrement, on rachète ce parc, toutes ces dépendances? Est-ce que deuxièmement, on relance une campagne de financement? Et est-ce que troisièmement, cette campagne de financement, on l'ouvre à tout le monde ou est-ce qu'on la réserve à la communauté? À 70%, les gens ont décidé de conserver, de garder la campagne de dons réservée à la communauté. Donc aujourd'hui, c'est idiot, oui et non. Il y a une volonté aujourd'hui d'affirmer l'appartenance à une communauté. Aujourd'hui, moi, il y a des gens que je rencontre qui m'ont dit, bah oui, moi je l'ai fait, moi j'ai participé à la mode Chandonnier. Il y en a d'autres qui étaient dubitatifs, et bah tant pis, ils vont en acheter un autre. Il y en a d'autres à disposition. Et voilà, il y a aussi un sentiment. C'est ça aussi le patrimoine. Le patrimoine, c'est aussi le sentiment d'appartenance, le sentiment de posséder quelque chose. Et voilà. Après, je dis pas qu'il faut pas le faire. Hein. Oui, après, mais encore une fois, les choses, elles vont évoluer, on va réfléchir à tout ça, forcément, il y aura une envie de toute façon que les choses avancent. Donc si demain, on s'aperçoit que les coactionnaires sont moins présents ou ont moins envie de donner pour continuer à faire les travaux, eh bien, il y aura forcément une remise en cause de nous tous pour dire, eh bien, il faut réouvrir le capital. Ça, j'en suis persuadé. Donc oui, a priori, à terme, moi je ne vois pas comment on peut ne pas réouvrir le capital à l'ensemble du monde. Madame, vous avez une question? Oui, alors, d'abord, je voudrais vous manifester mon admiration parce que je vous suis sur Internet. Je ne suis pas... Si, je ne suis pas encore actionnaire, mais je sais tout à fait ce que vous faites. Bon, alors j'ai une question très pratique à propos du château de l'Ébaupinet. Vous avez dit, si j'ai bien compris, qu'il était classé monument historique? Oui. Hein, j'ai bien compris. Tout à fait. Et alors, est-ce que du point de vue pratique, ça ne pose pas plus de problèmes que s'il ne l'était pas? Non, pas forcément. Après, alors on est certes sur un monument classé, mais on est sur un monument classé où le propriétaire avait fait une étude de restauration et de restitution quasiment totale du château qui a été acceptée par un architecte, qui a été faite par un architecte en chef des monuments historiques. Donc on a déjà cet élément pratique qui nous laisse voir ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire en termes de restitution. Donc ça, on sait déjà. Il faudra encore en discuter avec la DRAC, il faudra encore en discuter avec pas mal de gens. Oui, mais attendez, vous êtes 25 000. Hein. Le jour où il y a 25 000 personnes qui vont... Vous n'êtes pas encore 25 000, on n'est que 4 000. Mais déjà 4 000 personnes qui vont rentrer dans le bureau de la DRAC pour défendre le projet, ça va déjà être un peu impressionnant. Mais voilà, après sur le suivi, on aura un architecte du patrimoine qui suivra les travaux, même si c'est la communauté qui va faire les travaux encadrés par des professionnels. On aura forcément un architecte du patrimoine qui... pour la démarche...
nous, on part de toute façon d'une démarche sur nos projets. Moi, j'ai l'habitude de travailler avec des architectes du patrimoine ou des architectes en chef des monuments historiques. Donc, on part de toute façon sur une doctrine assez proche de celle de la restauration d'un monument historique. Donc, ça, de toute façon, on le fait en connaissance de cause. Voilà, après, moi, j'ai peu de doutes sur la question. Après, par exemple, il va falloir curer les douves du château de l'Épinay. On sait qu'on va passer sur une campagne d'archéologie préventive avec l'INRAP. Et là, mais voilà, mais après, il va falloir aussi apprendre à transformer ces difficultés en quelque chose de positif. C'est-à-dire que demain, on peut essayer de créer un partenariat avec l'INRAP pour que tout le monde puisse aussi participer un peu à cette fouille archéologique et faire quelque chose aussi de positif. Et voilà, ça va nous apprendre aussi la vie de ces douves et ce qu'il y a dans ces douves. Donc, on est aussi sur du temps long. Il va falloir prendre le temps d'organiser tous ces projets, de faire les choses dans les règles de l'art et avec les autorisations nécessaires, parce que c'est aussi la crédibilité de nous tous qui est en jeu. Donc voilà, moi, j'ai pas trop d'inquiétude. Bon, mais tant mieux. En tout cas, je vous fais confiance. Il n'y a pas de problème. Il y a d'autres questions? Monsieur derrière. Monsieur derrière. Hop. Oui, bonjour. Bonjour monsieur. Vous venez de développer avec beaucoup de force tout l'enthousiasme. Vous pouvez parler un peu plus près du micro? Vous venez de développer là tout l'enthousiasme avec tous vos propos de tout ce qu'on peut imaginer, et ça provoque ma question. Si on veut s'engager sur un autre projet, quels sont vos conseils initiaux? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous pourriez donner un petit peu un canevas de la façon de s'y prendre, s'il vous plaît? Pour s'engager sur un deuxième achat collectif, vous parlez de nous ou vous? Non, sur un autre projet qui n'a rien à voir avec les châteaux de la Loire. On n'est pas dans la Loire. Attendez, ouais. Allez pas dire à quelqu'un des Deux-Sèvres qu'il est de la Loire. Alors là, vous... Non, mais ce qui est important lorsqu'on part sur une aventure, ce qu'on dit tout à l'heure, c'est que c'est d'abord pour prouver qu'on n'est pas sur un coup de com' et qu'on est sur un vrai nouveau modèle. Et nous, le jour où on décide d'acheter un deuxième, un troisième ou un quatrième château, c'est qu'on doit être en capacité d'avoir les équipes pour gérer tout ça. C'est-à-dire avoir les personnes qui vont nous aider chez D'Artagnan Adaptant Château, donc tous ensemble, d'avoir des collaborateurs qui puissent gérer les coactionnaires, gérer les questions fiscales, comptables, d'assurance, de communication, et que voilà, forcément un château acheté permet à la société, parce qu'on reste une start-up, hein, D'Artagnan n'est pas une association, on est une société privée. Le fait de réussir des projets comme celui de la Motte Chandonnier, ça nous a permis de faire quoi? On était 3 personnes au mois d'août 2017, aujourd'hui on est 12. Donc voilà, donc les bénéfices qu'on a réussi à générer, en tout cas le chiffre d'affaires qu'on a réussi à générer l'année dernière, on l'a réinvesti. Voilà, moi je suis en métro ou en scooter, je ne suis pas en Porsche, hein, et on l'a réinvesti on l'a réinvesti dans des salaires et dans des collaborateurs qui ont fait des bonnes écoles. Et donc du coup, ça permet d'avoir au sein de la structure aujourd'hui plein de profils différents qui nous aident à développer ce type d'opération. Voilà, donc tout ce qu'on fait, on est tous complémentaires. Et si les Bopinets fonctionnent, ça va dire pour nous en implication plus de collaborateurs, plus de personnes dans différents corps de métier. Et donc du coup, proposer un service au moins aussi qualitatif, mais l'objectif c'est de faire encore mieux dans ce qu'on propose au public et dans la gestion de nos sites. Donc voilà, c'est ça le critère principal, c'est qu'on puisse être capable finalement de ne pas être submergé par les événements et d'avoir toujours cette qualité de réponse, cette capacité de travail, d'analyse, de réflexion autour des monuments qu'on achète. Pour répondre, vous, en tant que porteur de projet ou futur porteur de projet, vous devez aussi vous poser la question, exactement les questions qu'on s'est posées, hein, c'est-à-dire l'attractivité du monument, la capacité à fédérer des gens autour de... Mais je dirais que c'est le modèle classique de n'importe quelle personne qui veut sauver un monument. Sauver un monument, ça veut dire aussi être en capacité à fédérer des gens autour de ce sauvetage. Donc que ce soit des milliers de personnes, on a été un peu dans l'outrance de fédérer les gens, mais c'est aussi ça, c'est dire est-ce que mon monument que je veux sauver, est-ce qu'il a un intérêt? Est-ce qu'on peut lui trouver un projet de réutilisation pour créer cet intérêt? Est-ce qu'on peut fédérer déjà localement les gens autour de sa sauvegarde? Et après, de tout ça, déclenche un certain nombre de choses et déclenche un certain nombre de possibilités. Donc il y a déjà ce travail préalable à faire. Nous, en tant que
maintenant professionnels, experts en termes de sauvetage, voilà, on fait aussi ce travail-là. Hein. On va aussi chercher l'attractivité, chercher la mobilisation, etc. Donc il y a ça qui est important, je pense, dans un futur projet que vous pourriez avoir. Il y a ça à mettre en avant. Mais si vous voulez, on en parle un peu plus en détail après la conférence. Oui, je voudrais connaître un petit peu mieux les relations que vous avez avec les institutionnels et politiques, surtout le Conseil général et puis les monuments historiques dont a parlé Madame, parce que je connais beaucoup de propriétaires privés en Périgord qui râlent après les monuments historiques, donc c'est pas si simple. Et même le château public Biron, toute la région a hurlé parce qu'ils ont imposé des tuiles oranges mécaniques. Alors, les monuments historiques ont dit ça va vieillir. Oui, c'est vrai, ça va vieillir, mais en attendant, chaque visite est orale. Donc voilà, quelles sont vos relations et comment ça se passe quand vous n'êtes pas d'accord avec eux On leur envoie 25 000 courriers. Non, c'est pas vrai. Non. Alors, pour vous expliquer, nous, la démarche qu'on a eue auprès des collectivités, quand on est arrivé, on porte un projet fort. Hein. Je pense que depuis qu'on vous l'explique, vous avez bien compris qu'on était attaché à ce projet et qu'on le portait viscéralement. Et du coup, quand on est allé voir les collectivités, on vous passera les détails des collectivités qui n'ont pas cru dans notre projet, qui nous ont pris pour des guignols, etc. Mais bon, ça, je dirais que c'est plutôt bon signe. Et après, quand on est allé voir le conseil départemental, le président du conseil départemental, une de ses premières questions, ça a été de nous demander combien on voulait de subventions. Et là, on lui a dit, on ne veut rien. On ne veut pas de subventions. On est sur un modèle qui, pour l'instant, est autosuffisant, fonctionne, on a un développement économique, etc. Allez mettre, Romain lui a dit, allez mettre les subventions que vous aviez prévues pour la motte, allez les mettre sur l'église qui s'effondre juste à côté. Et voilà. Et du coup, ça a créé une sorte de choc un peu important auprès du président du conseil départemental, qui du coup était un petit peu embêté en nous disant ah bon mais vous voulez rien, mais pourquoi vous êtes là, etc. On dit on vient vous présenter le projet, on vient vous dire que si vous voulez devenir partenaire, il n'y a pas que des partenariats financiers à créer entre nous. Et du coup ça a créé une relation, on a des très bons rapports avec le président du conseil départemental maintenant, et donc on a vu avec le conseil départemental, ils vont refaire des panneaux indicatifs pour dire où se situe le château, on va refaire la route devant le château pour améliorer, pour faire peut-être une piste cyclable, etc. et avoir un développement un peu plus doux de cet axe routier. Donc voilà, pour les politiques, finalement, la démarche de ne pas forcément aller leur demander de l'argent dès le départ a été plutôt positif. La mairie, c'est pareil, nous aide beaucoup maintenant dans nos projets, etc. Madame le maire, on a un problème, on l'appelle, elle essaye de trouver une solution. Donc les rapports sont... Bon, le poids du projet a fait aussi que forcément les politiques étaient obligés d'adhérer au truc. Hein, c'est aussi ça. Mais voilà, en ce qui concerne l'administration des monuments historiques, pour l'instant, le château de la Motte-Chandonnier n'est ni classé ni inscrit. Donc on n'a pas ce rapport-là avec eux. Des rapports qu'on a pu avoir avec l'administration, alors pour l'instant plus avec l'administration centrale que l'administration territoriale. Pour l'instant, les rapports sont très bons et je pense que ce soit le nouveau ministre de la Culture ou le directeur général des patrimoines par intérim, les rapports sont très bons et on a essayé, nous, en amont, de discuter avec eux, de leur présenter les projets, d'essayer de leur dire voilà vers quoi on veut tendre et ce vers quoi on veut arriver, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Donc les échanges sont constants. Après, voilà, sur des projets, je ne vous dis pas que sur des projets plus concrets et sur des études préalables, on n'aura pas quelques prises de bec, mais ma foi, on défendra notre beefsteak comme on peut le défendre auprès de tout le monde. Et puis on a suffisamment d'experts, suffisamment de gens passionnés qui pourront nous aider à le défendre. Donc, aucune certitude pour l'instant, mais plutôt des choses encourageantes par rapport à ça. Merci. Je vous en prie. Madame, hop. Voilà, hop, vous avez le micro juste là. Oui, merci. J'avais une question par rapport aux gratifications que vous donnez donc à la communauté d'actionnaires. Vous avez parlé d'un certain nombre de gratifications. Il y en a une qui m'intéresserait peut-être plus avant, c'est les gratifications numériques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'acte d'achat, j'ai cru comprendre, etc. Mais comment vous faites pour numériquement, entre guillemets, par des médiations numériques, entretenir la communauté? Il y a le vote, mais comment vous faites? Est-ce que vous comptez sur ces médiations numériques pour tenir sur le long terme cette communauté? Et est-ce que ces médiations, elles font bouger en fait votre plateforme?
Bien sûr, nous, c'est compliqué de réunir 25 000 personnes dans un même lieu pour qu'ils puissent se rencontrer tous les mois, voire tous les ans. Donc, on compte énormément sur les réseaux sociaux, sur Internet, pour justement entretenir la flamme, créer du débat aussi. Encore une fois, nous ne demande pas aux gens d'être d'accord à 100% avec nous. Bien au contraire, on veut que les gens réfléchissent, nous posent des questions, s'interrogent. Nous, ça nous fait progresser, ça nous fait grandir. Et on est là aussi pour être challengé. Voilà, quand je viens de dire qu'on avait 25 000 patrons, c'est quelque part, il a pas tort, parce que du coup, on est dans le challenge permanent pour essayer de répondre à tout ça. Et donc les réseaux sociaux aujourd'hui sont un outil absolument fondamental et formidable pour communiquer. Dès qu'il se passe quelque chose, quand on a des chantiers de bénévoles, lorsqu'on a des bonnes nouvelles ou des moins bonnes, on publie les photos, ça crée l'interaction, ça crée des commentaires. Voilà, sur... C'est aussi grâce à la plateforme qu'on a conçue autour de la mode Chandonnier. Il y a un site internet dédié aujourd'hui pour les coactionnaires. Les coactionnaires ont leurs comptes, sont enregistrés, etc. Et ça aussi, c'est un des outils de communication importants, puisque ça leur permet de s'inscrire pour les chantiers, ça leur permet d'organiser leurs visites. Bien sûr, et c'est un site qui va être évolutif. On a dû en créer un assez rapidement après l'opération, justement pour avoir une source d'information, on va dire, officielle, qui n'était pas, et qu'on maîtrisait, qui n'était pas Facebook, Twitter ou Instagram, mais quelque chose qu'on maîtrisait nous-mêmes, qui va évoluer en 2019 avec de nouvelles fonctionnalités, où il y aura certainement un endroit pour poser des photos qu'on a prises soi-même. Donc voilà, il y a des commentaires qui sont ouverts. On essaie de partager le plus d'informations possible. Encore une fois, c'est une aventure qui est collective. On va, si tout se passe bien, pareil pour 2019, il y aura des webcams qui vont être installées autour du château en permanence, c'est-à-dire que chacun des coactionnaires pourra voir son château en temps réel depuis chez lui, qu'il habite et nous surveiller. Alors pas partout, il y a des zones qui seront un peu cachées, on ne vous dira pas pourquoi, mais voilà, mais en tout cas ça permettra à l'Australien, aux Néo-Zélandais, aux Parisiens, aux Marseillais de voir son château en permanence. Donc la communication, elle est essentielle, et si on veut continuer justement à maintenir cette flamme, à fédérer les gens sur les Bopinay, il faut effectivement créer cette médiation, et c'est permanent. Voilà. Et on a, nous pour vous dire, hein, on a environ une centaine d'emails par jour concernant la mode Chandonnier qu'on traite. Voilà, c'est des gens de chez D'Artagnan, voilà, c'est pour ça que je vous dis qu'on est passé de 3 à 12, c'est parce qu'il a fallu gérer aussi en interne toute cette nouvelle manière de communiquer, et surtout on répond à tout le monde, c'est-à-dire voilà, il n'y a pas de mauvaise question, donc voilà, les gens qui sont dédiés à ça, à répondre aux emails, voilà, parfois c'est génial parce qu'on a des gens très à l'écoute, très bien intentionnés, d'autres parfois qui sont plus virulents, et d'autres parfois qui sont même carrément insultants, et ceux-là on essaye du coup maintenant de les écarter, parce que c'est des gens qui n'ont pas compris aussi tout le travail qu'on faisait, mais voilà, la médiation, la communication est essentielle, et ça permet aux gens d'échanger. Voilà. Dernière question là-bas au fond. Oui, bonjour. On ne voit pas. Alors, là, j'avais des questions. Je découvre un peu votre association, donc peut-être que vous en parlez déjà. Mais je voulais savoir comment vous êtes pris pour récupérer d'ailleurs le terrain du château, en fait. Comment vous êtes pris pour acheter le terrain, pour récupérer le bâtiment qui était soit à la commune, soit à une famille ou quelque chose comme ça. Et comment vous organisez les chantiers, en fait. Qui vous fait intervenir dessus? Vous parlez de remparts. Vous parlez des co-actionnaires qui viennent sur le terrain, mais en soi, voilà, je voulais juste, par curiosité, savoir comment vous organisiez aussi le chantier. Et vous parliez aussi de visites touristiques éventuellement, possibilité d'ouvrir le chantier pour pouvoir apporter un fonds supplémentaire aux travaux. Donc voilà, je voulais savoir un peu juridiquement comment vous aviez réussi à vous en sortir pour ça. Alors pour l'achat du château et des dépendances et du terrain, c'est une transaction immobilière plutôt classique, hein. On allait voir le propriétaire, on lui a fait une offre d'achat, il l'a accepté. On a dit que nous, au lieu d'avoir un prêt bancaire, il fallait qu'on obtienne des fonds via financement participatif. Il a très bien compris, on a obtenu les fonds, on a signé. On a eu une petite interrogation, parce que le monsieur avait 82 ans, prof de maths, etc. On s'est dit, bon, on va lui expliquer ce que c'est que le financement participatif qu'il ne connaît pas. Et finalement, il a très bien compris, il a tout de suite vu l'intérêt du truc, et il a dit oui tout de suite. Voilà, et donc du coup, on est passé devant un notaire, et voilà, c'était plutôt facile, plutôt classique. Oui, c'est classique, c'est un compromis classique avec une clause suspensive qui est le fait d'avoir l'argent par le biais du financement participatif. Donc là-dessus, on est sur quelque chose de tout à fait classique. Demain, l'interrogation, on est pour l'instant sur des propriétés privées avec des personnes physiques. Demain, si on est sur des propriétés de collectivités, etc., il y aura d'autres questions qui se poseront aussi.
dis, on est sur le modèle, donc il faut réfléchir à son avenir. Sur les chantiers de bénévoles, les chantiers de bénévoles pour l'instant c'est Adopte un château qui les gère. C'est l'association qui a une convention avec la SAS de la Motte Chandonnier et qui gère ces chantiers de bénévoles. Alors pour l'instant ils ne sont ouverts qu'aux co-actionnaires. On verra si demain on les ouvre à d'autres personnes. Ça, c'est une interrogation qu'on aura aussi. L'hiver, pour les co-actionnaires, l'hiver va être, vous allez avoir de la question. Il va falloir rester accroché à votre ordinateur. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a pas de structure. Rempart n'intervient que sur des monuments qui appartiennent soit à des associations, soit à des collectivités. Donc elle n'intervient pas pour l'instant sur un patrimoine privé, sauf s'il y a un bail emphytéotique ou quelque chose comme ça. Donc pour l'instant, il n'y a pas de volonté de la part de la SAS de signer un bail emphytéotique avec Adopte un château. Mais si vous voulez le faire un jour, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc les chantiers pour l'instant sont gérés comme ça. Adopte un château a aussi envie de développer, parce qu'on ne s'intéresse pas même si pour l'instant on est beaucoup sur la Motte Chandonnier, on ne s'intéresse pas qu'à la Motte Chandonnier, donc on a aussi d'autres projets. Et c'est vrai que de développer des chantiers participatifs sur du patrimoine privé, c'est aussi une réflexion qu'on peut avoir. Et c'est aussi un peu, la Motte Chandonnier, c'est un peu notre phase expérimentale pour essayer de trouver des solutions par rapport à ça. Et pour conclure du coup sur les visites, on a ouvert très peu de jours et très peu d'heures sur 2 mois et demi, du 1er juillet au 15 septembre. Et effectivement, sur les 5000 ou 5500 visiteurs qui sont venus, donc il y a 1500 personnes qui étaient des coactionnaires, donc qui eux n'ont pas payé leur billet d'entrée comme c'était dit, indiqué depuis le début. En revanche, ils ne sont pas venus tout seuls, ils sont venus avec des amis, ils sont venus avec de la famille, qui eux justement ont pris un billet d'entrée. Et du coup, ça a généré du chiffre d'affaires pour la SAS, et 100% de ce chiffre d'affaires-là sera réinvesti dans les travaux de restauration. Et voilà, et ce qui est amusant, c'est que sur les coactionnaires, c'est vrai qu'ils sont venus 3 ou 4 fois. Alors la première fois, ils ont fait la visite guidée avec Eliane Lamac. Et les fois d'après, c'est eux qui ont fait les guides touristiques. Donc du coup, quand on vous dit qu'on n'a pas des investisseurs, on a vraiment des ambassadeurs, des touristes, des guides touristiques qui font vivre le monument et ils sont hyper fiers. Enfin moi je les voyais, ils prenaient des notes la première fois qu'ils sont venus, ils ont réexpliqué, ils venaient parfois voir Julien ou me voir moi, qu'est-ce qu'on vous avait dit la dernière fois ici pour que je puisse le raconter à mes amis. Donc voilà, c'est absolument extraordinaire. Et après ils venaient visiter leur château, c'est normal. Voilà. Voilà. Bon, en tout cas, on vous remercie énormément d'être venus très nombreux à la conférence. Merci beaucoup. Et si vous avez d'autres questions, on est sur le stand M20. Voilà.